Alors, le 31-14, dorénavant, on ne peut plus l'ignorer, il y a un accès à cette plateforme téléphonique pour répondre à des situations de passage à l'acte suicidaire ou à des tentatives de suicide qui peuvent traverser l'esprit des jeunes en particulier, on l'a vu ce matin, à hauteur quand même de 24% pour certains d'entre eux au fil de leur journée. Charles-Édouard Notre-Dame, quels sont les grands indicateurs sur le suicide que vous souhaitez partager? Et est-ce que vous rejoignez des chiffres ou des données que nous avons évoquées ce matin ou vous observez avec un prisme différent? Non, non, alors bonjour à toutes et à tous. C'est des données qui sont assez robustes et qui sont malheureusement préoccupantes. On est à peu près à 325 suicides de jeunes entre 15 et 25 ans. Rapporté aux quelques 8500 suicides qu'on observe chaque année en France, ça peut paraître pas beaucoup, évidemment c'est toujours insupportable, c'est toujours insoutenable, mais ce qu'on sait aussi c'est que rapporté au nombre de morts totaux de jeunes qui, de fait, meurent peu, en fait, ça devient une proportion de mortalité très importante. C'est 15% des décès qui s'expliquent par des suicides. Et puis on estime que avant la crise Covid, on était à 10% de jeunes qui avaient eu des idées suicidaires dans l'année, 10% de jeunes qui avaient déjà fait une tentative de suicide, donc c'est considérable. Et vraiment, pour rejoindre ce qui a été dit ce matin, Santé publique France montre que en 2021, en comparaison à 2018-2019, il y a eu une augmentation du nombre de passages aux urgences pour tentatives de suicide de 30% et de près de 126% pour les idées suicidaires. Donc plus que doublé. Le passage aux urgences des jeunes, et en particulier des jeunes filles, a plus que doublé en ce qui concerne les idées suicidaires. Donc on est dans une situation qui est extrêmement préoccupante et qui nécessite une mobilisation. Alors le 31-14, comment ça marche? Qui il y a de l'autre côté du fil? Alors d'abord le portable. Le 31-14, vous parliez du passage à l'acte. En fait, c'est beaucoup plus large que ça, les 31-14. C'est pour toute question, sollicitation, préoccupation, besoin qui est en rapport avec le suicide. Donc ça concerne les personnes qui sont en souffrance, ça concerne les personnes qui sont inquiètes pour un proche, ça concerne les professionnels qui veulent des informations, un avis d'expertise, ça concerne les personnes qui ont été endeuillées par un suicide, et derrière, ce sont des professionnels qui sont formés, des infirmiers, des psychologues qui sont spécialement formés et qui sont sous la supervision d'un médecin psychiatre. C'est accessible 24/24, 7 jours sur 7, c'est gratuit, c'est confidentiel. Quels sont les passages à l'acte suicidaire qui sont les plus décrits ou observés chez les jeunes, et en particulier au regard de cette expérimentation du 31-14 ? Je pense que ça a été largement évoqué depuis ce matin sur les motifs de souffrance. Il faut vraiment voir l'idée suicidaire et la tentative de suicide, voir le suicide comme une espèce de voie finale commune de la détresse poussée à son extrême. Et du coup, tous les motifs qui génèrent du mal-être chez les jeunes peuvent être à l'origine d'une crise suicidaire. Alors ce qui est très très important de se rappeler, mais je pense que ça a été évoqué plus tôt aussi, c'est qu'il n'y a jamais une seule cause qui suscite la tentative de suicide ou le suicide. Jamais, il y a toujours une multifactorialité qui est très très important à rappeler, c'est la rencontre d'une vulnérabilité avec des facteurs de stress. Alors on le rappelle, le 31-14, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on peut appeler dès que l'on a une interrogation sur un passage à l'acte suicidaire d'un de nos proches, ou si moi je m'interroge alors que j'ai une pensée suicidaire. Et il y a quelque chose de très très étonnant à ce sujet-là, et j'aimerais bien votre partage. Voilà, comme journaliste, j'aime bien tester des choses, et je suis allé faire la formation premier secours en santé mentale, comme si j'étais quelqu'un qui connaissait rien en santé mentale. Enfin, je ne connais pas grand-chose, mais quand même, je vis avec depuis l'enfance. Et j'ai été étonné parce que la formatrice nous a dit, mais il faut clairement poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu as déjà pensé à un passage à l'acte suicidaire? Est-ce que tu y as déjà pensé? Alors qu'a priori, j'y allais en me disant, je ne sais pas si j'oserais poser cette question. Alors, c'est vrai que pendant un moment, on a dit qu'il ne fallait pas poser la question parce que ça risquait de susciter des idées suicidaires. Ce qui est sûr, ce qui est certain, on peut être définitif et affirmatif sur la question. Poser la question des idées suicidaires ne
générera jamais d'idées suicidaires. Poser la question des idées suicidaires ne fera jamais passer à l'acte quelqu'un qui a des idées suicidaires. J'apporte quand même une petite nuance. Il faut poser la question, mais si on ne laisse pas la personne seule derrière. Parce que si c'est dire que si la personne elle dit oui j'ai des idées suicidaires et qu'il n'y a pas de solutions qui sont offertes, c'est comme si on ouvrait une porte qu'on reclaquait immédiatement. Et puis on pose la question à condition qu'on soit tranquille avec ça. Si on est vraiment pas à l'aise avec cette question, il ne faut pas non plus que les gens se sentent une responsabilité d'appeler et de poser la question. Et dans tous les cas, il faut appeler dès qu'on a une crainte, un doute, même si on n'a pas posé la question. Dès qu'on a une crainte, un doute, appeler le 3114. Et vous dites qu'en fait, on peut poser cette question, et peut-être est-elle une question posée avec bienveillance, que si soi-même, on est à l'aise avec le fait de la poser. C'est ça, hein. Au fond, ça ne sert à rien de se contraindre à poser une question. Absolument. Est-ce que tu as déjà eu des idées suicidaires? Si toi-même, tu te dis, bon, est-ce que je suis légitime pour poser la question? Est-ce que c'est le bon moment, etc., etc. En fait, on a une priorité dans la philosophie, c'est surtout de ne pas faire porter des responsabilités qui ne sont pas inscrites dans un cadre déontologique, éthique, morale, etc. Et donc, on a chacun, collectivement, citoyen, une responsabilité par rapport à la prévention du suicide, mais la responsabilité qui relève de l'évaluation, par exemple, c'est vraiment une responsabilité de professionnel. Alors, comment sont formés les écoutants qui reçoivent les appels au 3114 ? Alors on les appelle plus les répondants parce que justement ils ont une mission assez large. Ils sont formés avec une formation spécifique qui est fondée vraiment sur les données les plus récentes de la littérature. On a fait toute une série de focus group pour essayer de construire cette formation spécifique. Et ils sont formés à d'abord l'écoute, et d'abord une écoute qui soit un lien qui soit bienveillant, empathique, qui accueille la personne, mais ils sont aussi formés à évaluer la situation, à intervenir lorsque c'est nécessaire. Alors intervenir, ça peut être donner des conseils, ça peut être informer sur ce qui existe, ça peut être aussi diligenter une équipe de secours lorsque c'est nécessaire. Et puis ils sont formés à orienter. Et là, on parlait largement tout à l'heure du fait qu'il ne fallait pas avoir une approche qui soit purement sanitaire. Et ben, on a vraiment cette priorité-là, c'est-à-dire qu'on oriente vers les professionnels de la santé lorsque c'est nécessaire, mais on peut aussi orienter vers d'autres associations d'écoute, vers une association, vers le social, le socio-éducatif. Et où est le plateau technique, le call center? Il n'y en a pas qu'un. Parce que, encore une fois, notre priorité, c'est d'avoir un ancrage territorial très étroit. Le 3114, c'est un acteur de la prévention du suicide à part entière. Donc c'est sur les territoires. Voilà, c'est ça. On a un numéro de téléphone avec des antennes dans chacune des régions, 1 à 2 antennes dans chacune des régions. Dans le futur, on en aura 17. Là, en ce moment, il y en a 11 qui sont ouvertes. Et vraiment, l'idée, c'est que ce sont des acteurs ressources dans les territoires. Julia Koziel, dites « Je suis là ». Alors d'ailleurs, commençons par mieux comprendre ce qu'est « Dites je suis là ». Expliquez-nous. Alors Dites je suis là, c'est une association reconnue d'intérêt général qui a été créée fin 2020 et c'est composé de passionnés de santé mentale, donc de soignants, de psychiatres, de psychologues, mais aussi de... Ça m'inquiète, moi, des passionnés de la santé mentale. Des gens qui ont envie d'œuvrer dans ce but, dans le but de la prévention du suicide. Et il y a surtout des gens qui travaillent dans le milieu de la communication, des médias et des nouvelles technologies. Non, mais je vous chahute, qui ont un intérêt pour la santé mentale et qui se sont fédérés. C'est un réseau d'acteurs. C'est ça, c'est un réseau d'acteurs avec des entreprises partenaires. Par exemple. Alors les entreprises. Quels acteurs, les entreprises peut-être, mais quels acteurs par exemple? Des infirmiers comme moi par exemple. Moi je suis infirmière au CHU de Toulouse, aux urgences psychiatriques. Et dans le dispositif Vigilance, qui est un dispositif qui a été créé par les Lillois, mais qui est maintenant étendu sur tout le territoire et les dom-tom, et qui consiste à faire de la prévention de la récidive suicidaire. Donc on maintient le lien avec les gens qui vont être hospitalisés pour un geste suicidaire. Est-ce que vous aussi, vous êtes présent sur l'ensemble des territoires? Le déploiement territorial est-il en œuvre? Oui, donc à travers des ambassadeurs comme moi, donc je disais, il y a des soignants, mais il y a aussi des gens qui travaillent dans le domaine des médias, de la communication. Moi, donc, je suis à Toulouse. L'association, elle est basée au Mans, et beaucoup sur Paris aussi, mais il y a des gens comme moi sur Lyon, sur Nantes, sur Lille, qui diffusent l'existence de notre plateforme à travers les médias locaux, en participant aux conseils locaux de santé mentale dans nos villes respectives.
et également en participant aux événements en lien avec la prévention du suicide. Et dites, je suis là, propose concrètement une modalité d'accompagnement ? Alors non, on n'est pas comme le 3114, un lieu de prise en charge ou un lieu d'écoute. Nous, on met vraiment à disposition des ressources pour... comme il y a eu des campagnes de prévention pour sensibiliser au repérage des accidents, enfin aux signes d'alerte des accidents cardiovasculaires ou des arrêts cardiaques, nous on essaye que le plus grand nombre puisse repérer les signes d'alerte de la crise suicidaire, puisse aider un proche et mettre en lumière les ressources et les dispositifs qui existent, tels que le 3114, tels que les associations, tels que les lignes d'écoute comme Nightline. Donc c'est une innovation, dites je suis là. Et ces innovations-là, ce sont certainement elles qui ont des réponses sur les territoires en matière de santé mentale, et en particulier pour les jeunes et la santé mentale. Et je vous précise que l'appel à projet du Psychodon est ouvert jusqu'à la fin mai. Vous avez tout le planning sur le site du Psychodon dans l'onglet appel à projet, donc vous pouvez postuler sur tous les territoires. Le live Facebook aura lieu le 5 mai, et entre le 5 et le 13 juin, date de l'Olympia en direct à la télévision, il y aura du mentoring pour accompagner les lauréats, et les 5 lauréats seront présentés à la télévision le 13 juin. Ils seront présentés aux mécènes, à la générosité du public, pour être abondés en fonds et en compétences. Donc, partagez cette information. L'appel à projet du Psychodon est ouvert jusqu'à la fin mai. 14 avril, pardon, me dit-on, jusqu'au 14 avril. Il est ouvert jusqu'au 14 avril, quel que soit l'association, la fondation, l'organisation qui porte un projet dédié aux jeunes et à la santé mentale, vous pouvez postuler. Il y aura déjà une dotation de départ de plusieurs milliers d'euros pour chaque projet. Ensuite, les 5 lauréats seront proposés à la générosité du public et à la générosité des mécènes. Et vous allez découvrir dans quelques semaines que le Psychodon lance une collection de textiles qui s'appelle Mood of the Day. Dis-moi ton émotion, dis-moi quel est ton mood. Cette collection de textiles sera distribuée par un leader du textile dans le monde qui fait beaucoup parler de lui, et avec certaines réserves. Il s'appelle Shein, H-E-I-N. Les jeunes filles le connaissent très très bien. Nous allons distribuer sur ce leader mondial du textile la collection Mood of the Day. Les profits seront reversés bien sûr aux appels à projets. Et puis nous lançons une grande vente aux enchères à l'occasion de notre présence avec la chaîne C8 au Rolex Monte Carlo tournoi. Nous serons les partenaires de ce tournoi des Grands Chelems. C8 diffusera la finale, la demi-finale, et nous proposerons avec des artistes, et un artiste en particulier qui s'appelle Easy, une grande vente aux enchères Mood of the Day qui évoque les figures du tennis qui ont été impactées par la santé mentale. Vous savez qu'ici, une grande joueuse japonaise a abandonné pour des questions de troubles psychiques, où là, tel tennisman s'est vu entravé dans son parcours pour un trouble dépressif. Ils seront illustrés et mis aux enchères sur la plateforme Drouot, interenchères à partir de l'ouverture du tournoi de Monaco, où nous serons à la mi-avril. Toutes ces ressources sont mises au service de l'appel à projet. Et puis nous sortirons un album, le premier album de musique du Psychodon. Les artistes chanteront pour la santé mentale. Et là aussi, les fonds iront à l'appel à projet, comme la vente aux enchères et comme la vente au textile Mood of the Day. Donc à partir du 1er mai, j'aimerais tous vous voir dans les rues avec des t-shirts, des sweats et des joggings, y compris Franck Bellivier, Mood of the Day, pour soutenir le Psychodon et la santé mentale. Voilà un peu pour en sourire. Et pour faire le lien avec l'Olympia et la musique, y a-t-il un effet Stromae ? La réponse est oui. Il y a un effet Stromae, ça c'est une certitude. C'est-à-dire que nous, quand on a entendu Stromae et l'intervention de Stromae, il y a eu une vive émotion de manière générale dans la communauté et dans les communautés, en se disant enfin
Un artiste de cette carrure-là, de cette envergure-là, ça se fait aux États-Unis, ça se fait dans les pays anglo-saxons, ça se fait pas ici. Et là, de cette envergure-là, ose parler j'allais dire, le tabou suprême, qui est les idées suicidaires, qui en plus, il en parle en évoquant les sentiments qui vont avec. Et donc, il y a eu un grand retentissement, notamment sur les réseaux sociaux, où les gens se sont emparés de cette intervention-là. Et nous, on a enregistré au 31-14, par exemple, on a enregistré une augmentation de quasiment 15% du nombre d'appels dans les suites de l'intervention. Alors, on peut toujours rêver. Quand le Psychodon est né, on a ramé au départ pour avoir quelques artistes. Maintenant, nous avons eu l'année dernière le plus beau plateau de télévision de France. C'était formidable. Julien Clerc réuni sur un même plateau aux côtés de Patrick Bruel, de Kenji Girac, de qui d'autre, de Bilal Hassani, enfin plein d'artistes que je salue tous. J'ai déjà oublié leurs noms, mais ils sont tous très importants. Mais vous savez pourquoi j'ai oublié leurs noms? Parce que pour moi, ce ne sont que des outils de déstigmatisation. Et ça, je leur dis à tous, quand ils me parlent d'argent, je leur dis non, alors no way, tu viens, tu chantes, mais tu ne gagneras pas d'argent. Et aussi, ton nom, il est super important, mais tu vois, je l'ai déjà oublié. La seule chose qui m'intéresse, c'est que tu postes Psychodon uni face aux maladies psychiques pour déstigmatiser la santé mentale. Et alors, cette année, on fait le rêve d'avoir Stromae. Qui sait si Stromae ne sera pas le 13 juin sur la scène de l'Olympia, et ce serait formidable. Mais c'est pas gagné parce que là, on a beau avoir Bruel et Julien Clerc et Kenji Girac et notre parrain Yannick Noah qui sera de nouveau présent avec plein d'autres artistes, Stromae est ultra sollicité. Mais on peut rêver. Oui. On peut rêver, et je pense que c'est une belle façon d'avoir de l'espérance pour les jeunes en santé mentale, de se dire qu'on peut rêver, que tout est possible. Tout est toujours possible, on le disait tout à l'heure en amour, et puis on peut le dire aussi en rétablissement, en réhabilitation sociale, on peut le dire aussi dans le travail, pour les tables rondes qui ont été évoquées aujourd'hui. Et moi-même, je suis le témoin dans ma famille que tout est possible. On ne connaissait pas du tout la santé mentale et il n'y avait pas de psychiatre. Quand mon père ou mon frère, plus exactement, se mettait à disjoncter, qu'on voyait mon frère courir dans l'appartement avec des boulets aux pieds, en hurlant qu'il y avait des boulets bleus, des hommes bleus qui lui couraient après, c'était sans compter que c'était pour moi une source d'apprentissage. C'est pour ça qu'aujourd'hui je comprends mieux la santé mentale, c'est que peut-être tout petit je l'ai expérimenté, et je comprends la détresse des enfants qu'Hélène Daftian évoquait tout à l'heure, parce qu'il faut leur trouver une place à ces enfants invisibles, sinon, vous savez quoi? Un jour ils vont prendre le micro. Ce sera terrible. Merci beaucoup. Et on peut les applaudir parce que vraiment c'est formidable le travail du 31-14 et de Dites Je suis.